Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir bravé le vent, le froid et la pluie pour assister à cette nouvelle conférence Savoir en partage. L'ouvrage qui nous intéresse et nous réunit ce soir est La Russie, l'Europe et le monde au cours du long XVIIIe siècle, ou plutôt Russia, Europe and the World in the Long 18th Century, puisqu'il s'agit d'un livre en anglais. Il est à paraître lundi dans la collection Études orientales, slaves et néo-helléniques des presses universitaires de Strasbourg. Une collection qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aux aires culturelles arabes, hébraïques, persanes, turques, russes, grecques, japonaises et chinoises, mais dans une approche interdisciplinaire et interculturelle. Ainsi, son dernier opus réunit les contributions d'une vingtaine de spécialistes de l'histoire et de la culture russe, originaires du monde entier, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Suisse, France, Italie, Bulgarie et Russie, bien sûr, ce qui est la garantie d'un regard riche et nuancé sur un pays, ou plutôt un empire, qui aujourd'hui encore fait rêver nombre de Russes, à commencer par le premier d'entre eux. Nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous deux de ses co-directeurs, Rodolphe Baudin, professeur de littérature russe à Sorbonne Université, et Vladimir Herjoutsky, j'espère ne pas me tromper, historien au sein de l'Institut d'histoire allemande à Paris. Ils seront tous les deux interviewés par Anne Bandry, ancienne doyenne de la faculté des langues de l'Université de Strasbourg, à qui je donne tout de suite la parole et le micro. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas besoin. Ah oui, tiens. J'ai le machin sur les oreilles, mais du coup, j'ai pas besoin. Bienvenue à tout le monde. Je suis tout à fait honorée de voir qu'il y a autant de monde qui est intéressé par ce livre et par cette conférence. Nous allons donc vous présenter ce livre tous les trois. Je dois dire que mes connaissances en russe sont minimales, même moins que minimales, inexistantes. Et donc je dirais peut-être des bêtises, mais vous ferez un grand plaisir de me corriger, je pense. Et on va déjà naviguer entre le français et l'anglais, puisque le livre est publié en anglais. Et vous arriverez bien à ajouter un peu de russe aussi. Ma première question pour ce livre, qui est issu d'un colloque qui a eu lieu en 2018, et porte sur cette société, la société des 18e russe, c'est ça? Ou sur la Russie, je ne sais pas très bien quel est le nom exact. Donc si vous pouviez l'un et l'autre resituer le contexte dans lequel ce livre a vu le jour, je pense que ça serait intéressant pour tout le monde. Merci Anne d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Donc le professeur Anne Bandry est spécialiste du XVIIIe siècle britannique. Et donc le livre portant sur le XVIIIe siècle et étant en anglais, j'ai pensé que c'était l'interlocuteur idéal pour évoquer cet ouvrage ce soir avec nous. Donc, comme l'a dit Anne, cet ouvrage est en réalité un ouvrage d'actes de colloque et il rassemble un certain nombre de contributions, donc d'articles, de communications donnés en 2018 à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg, dans le cadre du congrès, donc quelque chose d'un peu plus important qu'un colloque, du congrès d'une association ou d'une société savante d'origine britannique qui s'appelle le groupe d'études sur la Russie du XVIIIe siècle, The Study Group on 18th Century Russia, et qui a été fondé au Royaume-Uni par un de nos collègues et d'autres collègues, mais le collègue le plus important et qui avait été au centre de ce projet est le professeur Anthony Cross, qui a été professeur très longtemps à Cambridge. Et avec quelques collègues, ils ont eu l'idée de créer ce groupe en 1968. Et en 2018, nous avons célébré le 50e anniversaire de l'existence de ce groupe, ce qui est remarquable quand même, 50 ans d'études d'existence pour un groupe de recherche, c'est tout à fait remarquable. Et c'est un groupe qui, à l'origine, était un groupe britannique, qui s'est ensuite élargi en accueillant des collègues américains, des collègues italiens, des collègues allemands. Et puis, à partir du moment de l'effondrement de l'URSS,
des collègues en provenance donc de l'ex-URSS, essentiellement des collègues en provenance de Russie. Et c'est un groupe donc, qui est interdisciplinaire, puisqu'il regroupe aussi bien des historiens que des littéraires, et donc des historiens et des littéraires qui travaillent dans des directions extrêmement différentes. Il y a des spécialistes d'histoire culturelle, d'histoire sociale, d'histoire des idées. Et c'est un groupe dont les membres travaillent très bien ensemble, peut-être du fait de certaines particularités du XVIIIe siècle russe et de la tradition dans laquelle on étudie la littérature, par exemple, du XVIIIe siècle russe, qu'on étudie beaucoup du point de vue historique, dans une approche d'histoire sociale et culturelle de la littérature, plus que d'un point de vue purement poéticien, qui pourrait sembler peut-être un petit peu plus étranger aux historiens. Donc on se complète bien et on se comprend bien, et on se nourrit les uns les autres de nos travaux respectifs. Merci. Vous étiez très nombreux au colloque, enfin au congrès, auquel j'ai pu assister en partie. Qu'est-ce qui a présidé au choix des articles, des 20 articles, parce que 20 articles, ça fait quand même un livre conséquent de plus de 300 pages, mais la sélection a dû être rude. Alors, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Alors, je vais répondre, et je vais malheureusement briser quelques illusions. La sélection n'a pas été rude. Parce que donc le congrès précédent avait eu lieu en 2014 à l'Université catholique de Louvain. Et donc, bon, il s'était très bien passé, si on ne fait pas mention de la qualité des petits sandwichs. Et donc, on avait fait un volume à l'issue de ce congrès de Louvain, et on avait reçu beaucoup de propositions. Et donc, le volume du congrès de Louvain était plus gros. Et nous avons été un peu étonnés, puisque, comme tu le disais, il y avait beaucoup de participants. Il y avait, je crois, 120 interventions. Il me semble qu'il y avait 150 inscrits, et il y avait 120 interventions. Et nous en avons reçu beaucoup moins que ce que nous avions imaginé. Alors, je rassure les éventuels lecteurs, acheteurs, nous en avons reçu suffisamment pour pouvoir être exigeants, et pour pouvoir en refuser, et pour pouvoir conserver les communications et les articles qui nous ont semblé les plus intéressants. Mais en réalité, on s'est interrogé et on s'est fait la réflexion que ce qui avait changé entre 2014, donc année du congrès de Louvain, et 2018, année du congrès de Strasbourg, c'était peut-être le rapport à l'édition, au support d'édition, et notamment pour nos collègues russes. Alors tout change pour des raisons politiques sur lesquelles on aura la possibilité de revenir, mais les Russes, qui jusqu'à ce qu'ils décident de se refermer en 2022 sur eux-mêmes, imitaient en tout les anglo-saxons dans le monde universitaire, et avaient décidé que le format de l'ouvrage tiré d'actes de colloque, ça n'avait pas de valeur. Et ça n'avait pas de valeur, notamment du point de vue professionnel pour eux, puisqu'ils étaient fortement incités par leurs universités respectives à ne publier que dans des revues, de préférence internationale, avec des comités de lecture. Et donc, ça nous a malheureusement privés d'un certain nombre de propositions. Et on a trouvé ça un peu dommage. Heureusement, on a réussi à trouver une vingtaine de communications de qualité qu'on a rassemblées dans ce volume. Également parce que nous, on se sentait tributaires quand même de l'histoire, ou en tout cas les héritiers de l'histoire de ce groupe, dont les membres se rassemblent tous les ans dans la banlieue de Londres, dans un collège, mais qui, tous les 5 ans, donc comme on l'a dit tout à l'heure, organise un grand congrès, et tous les 5 ans, donc, publie un ouvrage tiré de ce grand congrès. Et ce sont des ouvrages qui, quand même, sont des ouvrages de référence pour les gens qui travaillent sur la Russie du XVIIIe siècle,
que ce soit dans le domaine de l'histoire, de la littérature, de l'histoire de l'art, de la langue, etc. Donc on avait tout à fait à cœur finalement de ne pas se plier à cette nouvelle logique éditoriale et de quand même faire un ouvrage. Et on est très très heureux que les presses universitaires de Strasbourg, dont j'ai plaisir à saluer la présidente qui est ici, Juliette Lelieur, donc, ont accepté de publier cet ouvrage dans une de leurs collections, la collection du Géo. Voilà. Merci pour cette précision, ça semble effectivement important et on doit tous se questionner sur qu'est-ce qu'on met dans un livre maintenant pour que ce livre puisse trouver un public. Et vu la qualité des différentes publications, des différents articles, je ne me fais pas trop de soucis sur le public qui ne manquera pas d'acquérir ce livre. En fait, continuer à faire des livres, c'est aussi continuer à pouvoir s'adresser à un public un peu plus large que le public simplement des chercheurs qui publient dans des revues spécialisées parce que c'est leur métier et c'est pour ça qu'on les paye. Donc heureusement qu'il y a encore des presses universitaires qui acceptent de publier ce genre d'ouvrage. On s'en réjouit. À la fois, juste pour ajouter, je pense que ce qui est très intéressant pour nous en tant que chercheurs dans ces ouvrages, donc, qui sortaient régulièrement donc, avec chaque congrès, c'est qu'on pouvait voir comment notre domaine de recherche évolue dans le temps. Et effectivement, on peut en parler un petit peu. Je pense qu'il y a de vrais changements, d'ailleurs, qui sont dans cet ouvrage, sont soulignés dans certains articles, notamment par Anthony Cross, dans son article qui clôt en fait l'ouvrage et où il, en tant que le membre fondateur de ce groupe, donc il se remémore de son évolution. Et donc voilà, c'est ça aussi que je regrette un petit peu, c'est que peut-être que dans cet ouvrage, je ne sais pas si on peut dire que l'évolution de notre domaine est reflétée moins bien que ça aurait pu être, mais en tout cas, les communications, les contributions qui sont là, je pense que ce sont vraiment des contributions de qualité, et donc je m'en réjouis aussi. Et la diversité est tout à fait intéressante puisque vous abordez des sujets très, très différents comme bien sûr repenser les paradigmes pour poser les choses en entrée de volume, mais les pratiques d'État et de pouvoir, donc la politique, pas commode du tout, excusez-moi, géographie de contact, les échanges commerciaux qui sont abordés par 2 contributions, plus large parce que 4 contributions, mais aucun russe, c'est ça qui m'a étonné, une partie sur la circulation des pratiques culturelles avec des ambassadeurs, avec des gens qui sont des étrangers et qui analysent comment les choses se passent, des éducateurs aussi, donc sur la circulation des pratiques culturelles. Ensuite sur l'écriture de soi, qui au XVIIIe, dont on connaît l'essor au XVIIIe, mais c'est vraiment un aspect qui rejaillit dans tous les domaines, puisqu'on a ça dans la fiction, mais on a ça aussi comme appui de textes politiques et comme témoignage. Ensuite, une partie sur les femmes. Là, on pourra y revenir un petit peu aussi après. Et sur les traditions littéraires. Et donc 2 parties sur la littérature avec des points de vue assez différents. Donc un volume très varié. Ce qui me vient à l'esprit, c'est aussi un volume kaléidoscope, puisqu'on a vraiment l'impression de varier les perspectives. Et au bout après avoir lu les 20 articles, on se dit qu'on a une très bonne une vision assez complète de la Russie au XVIIIe. Mais nous sommes assis là en 2023, fin 2023, et il y a des mots que nous n'avons pas encore présentés. On ne parle plus de la Russie en 2023 comme on pouvait parler de la Russie en 2018. Donc si vous pouviez l'un et l'autre nous parler des liens, et comment peut-être ce XVIIIe siècle, j'enlève le peut-être, je sais pertinemment qu'il n'y en a pas besoin, comment les questions qui étaient posées au XVIIIe siècle par les acteurs du moment et notre regard sur ces questions apportent des éclairages sur notre période actuelle qui, dans ce cas de la Russie, est tellement... Enfin, on se pose tous un très grand nombre de questions.
Donc si vous pouvez parler de ce lien. Bon, les liens, je peux parler en fait à ce niveau tout à fait professionnel, les liens professionnels qu'on entretient, qu'on entretenait ou qu'on entretient encore avec les collègues qui sont en Russie. Enfin, d'ailleurs, d'après ma propre expérience, parce qu'en 2022, j'étais en Russie. Donc c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, il est bien plus difficile de... Enfin, on a tous les outils de communication, évidemment. Donc, c'est dans ces 10 dernières années, surtout pendant la pandémie, les outils de communication ont fait un grand bond en avant. Donc, on a tout ce qu'il faut pour maintenir ces liens à distance. Donc, pour participer, par exemple, à des colloques, à des séminaires à distance. Mais en même temps, on peut dire qu'il y a d'autres murs qui se sont érigés, parce qu'évidemment, il est plus difficile de voyager. Donc les collègues occidentaux, dans la plupart des cas, ne peuvent pas, enfin ne sont pas vraiment autorisés à aller en Russie. Donc les archives russes leur sont en grande partie fermées. Pour les collègues russes, c'est en fait pareil aussi. Donc c'est très difficile de voyager, de venir en Occident. Souvent, en fait, c'est difficile de participer à certains colloques parce que dans certains cas, on n'accepte plus les collègues qui travaillent pour les institutions d'État, parce que forcément, donc, ils travaillent pour les universités, ce sont des institutions d'État. Donc en fait, c'est vrai que la situation n'est pas très facile, et donc je pense que dans ces situations difficiles, compliquées, cet ouvrage, la sortie de cet ouvrage, je vois ça vraiment comme en fait une marque de notre volonté aussi de maintenir ces liens et de maintenir ces ponts malgré donc le contexte que vous connaissez. Oui, c'est très juste, et en ce sens, encore une fois, ce volume s'inscrit bien dans la tradition initiée par le Study Group on 18th Century Russia. Tu as fait référence à un article qui ferme le volume en guise de postface, rédigé donc par Anthony Cross, et qui retrace l'histoire du groupe, et notamment l'histoire politique du groupe, et qui explique que pendant longtemps, ils ont été privés de la possibilité d'accueillir des collègues soviétiques, mais ça ne les a jamais empêchés d'essayer d'établir des liens avec eux. Et ils avaient établi des liens avec un certain nombre de collègues, notamment de Saint-Pétersbourg, à l'époque Leningrad, bien avant la perestroïka et bien avant la chute du régime. Et donc, il explique que, évidemment, ils ont toujours souhaité que ce soit un espace de débat scientifique, et qu'ils puissent de ce point de vue-là échapper donc aux soubresauts de l'histoire, qui évidemment après 68, bon, alors je ne sais pas si ça a été créé avant, après, pendant Prague, hein, ce qui était quand même un événement extrêmement choquant pour les Européens. Ensuite, il y a eu évidemment le moment de la guerre en Afghanistan. Bon, il y a eu toutes sortes de moments difficiles, les guerres en Tchétchénie, qui ont tendu beaucoup les relations avec la Russie. Et puis évidemment, cette guerre depuis 2014 et surtout qui a gagné en intensité de manière tout à fait dramatique depuis 2022. Mais donc, oui, c'est quand même un témoignage de notre désir d'essayer de continuer à réfléchir ensemble sur ce siècle qui nous intéresse et sur ce pays qui nous intéresse. C'est difficile puisque donc, tu évoquais les outils de communication. C'est vrai, on peut dire que finalement la pandémie nous a préparés à la guerre. Hein, ça paraît curieux de formuler ça comme ça, mais dans notre cas, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais il y a en même temps toutes sortes de difficultés également du point de vue éthique qui se posent, hein, et des incitations de la part de nos tutelles à nous aussi à boycotter, par exemple, à boycotter les événements scientifiques organisés par nos collègues russes. Et donc, c'est un chemin étroit, hein, que celui qu'on doit emprunter entre un positionnement éthique qui semble raisonnable au regard de ce qu'est la politique russe actuellement, et puis le désir de ne pas abandonner nos collègues russes à un pays qui se referme,
alors qu'ils sont tout à fait désireux de continuer à travailler, à réfléchir avec nous. Justement, les 6 auteurs russes vont pouvoir recevoir le livre et vous allez pouvoir continuer à communiquer avec eux? Oui. Oui, je crois Ça, que la ça poste peut- marche, mais si elle ne marche pas, on les enverra à l'occasion quand des gens iront en Russie, à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, oui. Ouais, ouais. Oui, alors il y a le livre numérique, bravo, effectivement. Voilà. Donc il y a le format numérique aussi. Voilà. Une chose que l'on peut saluer, parce que c'est une des choses qui fera que donc un pays autoritaire ne pourra pas se refermer complètement. Espérons-le. Ce qui implique quand même un accès en ligne possible. Pour élargir un petit peu ceci, je me suis demandé, en lisant les différentes contributions, la mesure dans laquelle la provenance des auteurs influait sur ce sur quoi ils travaillent et la manière dont ils l'abordent. Je pense qu'un Américain n'a pas la même vue des choses qu'un Russe ou qu'un Français ou qu'un Allemand. Enfin, Tu peux commencer, je compléterai. Je pense qu'effectivement, il y a des traditions. Donc, il y a des traditions dès l'époque soviétique, forcément, donc, qui sont continuées, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a d'autres modes qui arrivent. Et donc, forcément, il y a la provenance géographique de la personne, donc, veut dire quelque chose dans notre domaine. En même temps, depuis l'écroulement du régime soviétique, il y a eu quand même beaucoup de circulation, donc surtout la circulation des étudiants, donc des étudiants russes qui allaient dans les universités américaines souvent, donc les universités européennes aussi, donc, qui donc faisaient leurs études là-bas, qui soutenaient parfois des thèses, qui parfois, dans certains cas, faisaient même leur carrière dans ces universités. Donc, il y a forcément eu beaucoup de mélange. Et donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire que... Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a comme ça, par exemple, une école américaine et donc une école russe, et donc que les barrières sont vraiment très, très strictes. Non, et je crois pas non plus. Alors, en littérature, il y a une vieille école philologique russe, et qui est d'ailleurs très, très fière de sa solide réputation, mais enfin, on voit quand même, notamment donc sur la base de cet échantillon, que les approches ont convergé. Donc, Vladislav vient de publier chez un autre éditeur un ouvrage tout à fait remarquable sur la traduction et l'importation des concepts politiques en Russie au XVIIIe siècle. Et ont participé à ce volume de très nombreux chercheurs russes et qui travaillent notamment donc avec l'histoire des concepts hérités de la tradition allemande, et puis avec donc l'histoire des langues du politique héritées de l'école de Cambridge, etc. Donc il y a quelqu'un qui est un collègue américain qui s'appelle Richard Wortman, qui a beaucoup influencé tous les collègues qui travaillent sur l'histoire russe du XVIIIe siècle et par extension sur la littérature russe du XVIIIe siècle, qui est très très souvent liée à l'histoire politique. Et donc, je crois que maintenant, ces approches sont assez largement partagées. Il y a l'article sur donc, les femmes est évidemment inspiré par la grande avancée historiographique et disciplinaire qui consiste à désinvisibiliser les femmes comme acteurs historique. Or, cet article, dans mon souvenir, c'est l'article d'une collègue russe, par exemple. Donc, je crois que tout est assez largement partagé. Il y a un aspect qui est très important, et tu en parlais, Anne, qui est donc les égodocuments, c'est-à-dire les différentes formes d'écriture du fort privé, donc les correspondances, les journaux intimes. Et en l'occurrence, eh bien, il y a un article sur
les correspondances écrites par un collègue russe, un article sur l'autobiographie et les mémoires écrits par un collègue russe, une collègue russe. Et puis, il y a toutes sortes d'articles, le mien, celui de notre collègue de Lausanne, Daniel Tossato, qui s'appuie très largement sur des correspondances privées ou des mémoires personnelles de gouvernantes à la cour russe. Donc, quelle que soit notre affiliation, quelle que soit notre culture d'origine, on s'accorde sur l'importance de traiter tel ou tel sujet ou d'utiliser telle ou telle source maintenant de manière très transnationale. Avant d'aborder plus le fond du volume, je voudrais encore vous poser une question sur quelque chose que vous avez mentionné, c'est-à-dire les archives. C'est un mouvement de fond, tout ce travail sur les archives. Alors, soit les archives sont numérisées et on a l'immense avantage de pouvoir travailler de loin, à condition d'y avoir accès, mais institutionnellement, on peut souvent y avoir accès. Soit elles ne sont pas numérisées. Le travail du chercheur peut consister d'ailleurs à savoir ce qu'il faut numériser ou pas, ou peut-être qu'il n'en est pas question du tout, notamment pour des questions de moyens, et qu'il faut être sur le lieu où se trouvent ces archives. J'ai remarqué que les contributions des collègues russes, justement, s'appuient souvent sur ces archives. Pourriez-vous développer un petit peu ce sujet? Oui, en fait, la question des archives, surtout actuellement, dans la situation actuelle, est une question importante, je dirais presque vitale, parce que même si les archives en Russie ont évoluent comme les archives évoluent un peu partout dans le monde, je pense qu'elles évoluent peut-être lentement et la numérisation reste leur point faible. Donc, pas beaucoup d'archives sont numérisées et évidemment, donc, dans cette situation, les collègues russes qui ont accès à ces archives sont peut-être privilégiés. Donc, ça pose en revanche un véritable problème aux collègues occidentaux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant alors que donc on travaillait sur ces archives qui se trouvent en Russie, qui sont pour notre domaine donc d'une richesse incroyable. Alors, tout n'est pas peut-être si noir. Donc, il y a eu quelques initiatives qui ont eu beaucoup de succès. Je peux mentionner, là on sort du domaine des ultimistes, mais un projet qui a été mené par mon ancien institut de rattachement, l'Institut historique allemand à Moscou, sur la numérisation des documents d'origine allemande. Donc il y a beaucoup de fonds d'origine allemande en Russie, en l'occurrence sur tous les documents relatifs à la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce projet est mené depuis quelques années. Et il existe maintenant un site internet, German Docs, qui est visité, je crois, par des milliers de gens tous les jours. Donc voilà, ça c'est une de ces initiatives. On peut aussi mentionner pour notre domaine là, donc quelque chose de très important, c'est déjà toute une campagne de numérisation du livre imprimé russe du XVIIIe siècle, donc, qui est mené depuis quelques années par les grandes bibliothèques russes. Cette campagne est coordonnée par la bibliothèque d'État, celle qui est connue comme la bibliothèque Lénine, Leninka, et donc effectivement beaucoup de livres rares ont été numérisés et donc sont maintenant accessibles aux chercheurs partout dans le monde. Finalement, je peux aussi mentionner le projet sur lequel je travaille maintenant. C'est un projet sur les langues de la diplomatie russe du XVIIIe siècle et on va dire une des pierres angulaires de ce projet, c'est un site internet sur lequel on va publier beaucoup de documents, surtout des documents qui sont conservés en Russie. On en a numérisé pas mal encore avant le début de la guerre, donc qui va permettre aux chercheurs, non seulement d'ailleurs des russisants, parce que beaucoup de ces documents sont en langue étrangère, beaucoup de documents sont en français, donc ça va permettre à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la diplomatie en fait, d'avoir accès à ces documents. Merci. Et j'ai remarqué que le site qui était cité, notamment dans l'article de Wirtschaffer, qui est une archive Archaeobibliobase, j'ai creusé un petit peu, et c'est hébergé par eastview.com, qui est américain. Et j'ai vu que c'était parti d'une collaboration entre un Russe et un Américain.
est-ce que ça, dans le contexte actuel, ça pose un problème ou ça ne pose de problème à personne, c'est transparent? Alors, je crois que, bon, pour l'instant, notre ère de spécialité est un peu épargnée. Je pense qu'il y a des aires plus brûlantes. Donc, il y a la Seconde Guerre mondiale, évidemment, qui est un enjeu politique très fort, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et son utilisation politique en Russie aujourd'hui. Il y a évidemment le stalinisme. Donc ça, ce sont des archives. Et depuis très longtemps, les archives sur le stalinisme se sont refermées, notamment donc, pour les chercheurs occidentaux. Je pense que pour ce qui est du XVIIIe siècle, donc on est pour l'instant encore tranquille. Voilà. Et je pense qu'on va finalement, dans cette période dramatique, eh bien, on va prendre la pleine mesure de ce que sont les solidarités à l'intérieur de la communauté des chercheurs, puisqu'on va devoir compter beaucoup sur nos collègues russes pour que eux-mêmes, alors malheureusement peut-être sans cofinancement occidentaux, ce qui va être plus compliqué, donc continuent à numériser, à développer des projets de recherche pour eux officiellement, mais dont on pourrait nous-mêmes profiter également. Après, donc ceci nous amène, il y a toutes sortes de journées d'études et de colloques qui sont organisés évidemment depuis le début de la guerre pour essayer de recenser les sources auxquelles on peut avoir accès en dehors de Russie. Donc bon, on va faire ce travail, on l'a commencé. Il y a quand même des sources en dehors des bibliothèques de Russie qui demandent encore à être mises en valeur. Il y a les Rossica quand même, il y a beaucoup de sources d'informations sur la Russie du XVIIIe siècle dans les archives françaises. Donc ça, c'est des choses qu'on explore depuis quelques années. Là, il va y avoir un colloque au mois de juin pour essayer de les recenser. Donc voilà, on va essayer de trouver des sources non russes, mais donc écrites par des acteurs historiques en lien avec la Russie au XVIIIe siècle. Donc je reprends ce que tu disais, c'est-à-dire que le XVIIIe n'est pas vu comme menaçant. Or, on est bien placés tous les trois pour savoir que c'est au XVIIIe qu'on pose des questions qui sont tout à fait pertinentes et qu'on est amené souvent à reposer maintenant, après peut-être un certain nombre de certitudes, ce qui semblait des certitudes développées au XIXe siècle. Et on se rend compte, en tant que 18e, à quel point ces questions restent tout à fait pertinentes et sont des questions qu'il faut reposer. Si on, ayant ça en tête, si on s'attache un petit peu plus à la partie de l'ouvrage qui est sur l'histoire, avec une contribution sur les questions que se posaient les tsars, et notamment Catherine II, sur les successions, avec une contribution que j'ai trouvée particulièrement intéressante sur les réformes aux marges de l'Empire. Si j'ai bien compris, on pouvait tenter un certain nombre de choses parce qu'on était loin de la capitale et qu'on pouvait essayer de civiliser ces bons, ou peut-être pas si bons, sauvages, mais la distance faisait que les pouvoirs établis ne couraient pas grand risque. Le statut de la Russie dans des relations commerciales très différentes, puisqu'un article sur les relations commerciales avec l'Angleterre et aussi avec l'Iran. Et enfin, le rôle des diplomates. Donc là, en lisant, on se pose des tas de questions. Voilà. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment sont traités, comment sont vus maintenant? Quelle est la pertinence maintenant des questions qui sont posées dans ces nouveautés, dans ces nouveaux rapports au pouvoir, dans ces expérimentations, même si elles sont aux confins de l'Empire? Effectivement, il y a des articles qui, étrangement, nous rappellent peut-être la réalité d'aujourd'hui. Donc, par exemple, cette question de la succession, qui est une des grandes questions pour le pouvoir russe au XVIIIe siècle. Donc, sur quelle base se fait la succession? Est-ce que le monarque peut choisir celui qui lui succède, ou bien
Donc il y a une loi immuable qui définit en fait qui va être le successeur. C'est une question très importante. Donc on peut dire que effectivement depuis l'écroulement du régime soviétique, donc ça nous rappelle un petit peu les tribulations du pouvoir en Russie. La question, vous avez mentionné aussi cet article sur donc les relations entre le centre et les marges. Donc évidemment, donc, si on connaît un petit peu la Russie, on sait très bien que cette relation reste encore très, très importante dans la Russie d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si, je suis pas sûr que les acteurs de cette relation, donc de ces réformes qui se font donc dans les marges de l'Empire de Russie, qu'ils voient leurs actions exactement de la même façon. Peut-être pas exactement de la même façon, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, donc, on voyait plutôt ça comme une action de civilisation. Donc, voilà, je suis moi-même peut-être un peu sceptique sur les rapprochements trop proches entre les époques. Donc, quand on voit des parallèles immédiats entre différentes époques, donc le diable est souvent dans les détails. Et donc, oui, quand on voit les détails, quand on regarde les détails du XVIIIe siècle, moi je dirais que c'est pour ça aussi qu'on considère le XVIIIe siècle comme un phénomène tout à fait particulier qui mérite d'être étudié. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille sur le XVIIIe siècle russe. Je ne sais pas si tu voudrais compléter. Oui, alors il y a toutes sortes d'éléments au XVIIIe siècle et qui sont abordés d'une manière ou d'une autre dans notre volume, qui ont des prolongements jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même l'essor de l'Empire russe, c'est le siècle où la Russie devient un empire, c'est le siècle où la Russie entre dans le jeu des nations européennes et notamment donc dans le jeu diplomatique européen. Enfin, il y était un peu déjà, mais enfin de manière beaucoup plus franche et active. Et puis dans les conflits européens avec la guerre du Nord, etc. Guerre de 7 ans. Et puis c'est aussi le siècle où naît la littérature russe moderne. Or, elle naît comme un projet politique à l'origine, puisque la littérature russe, elle naît d'en haut comme une littérature de cour qui est censée chanter la grandeur de l'État. Et puis, en même temps, donc il y a un phénomène d'européanisation des élites qui va peu à peu mener ces élites donc à vouloir s'autonomiser culturellement, puis socialement, puis bientôt politiquement, notamment au début du 19e siècle. Et donc la Russie comme empire, le désir d'autonomisation sociale et peut-être politique de l'élite intellectuelle, ce sont des problématiques qui naissent au XVIIIe siècle et évidemment qui restent très actuelles dans les situations que nous connaissons. Oui, et puis aussi, donc, évidemment, la Russie d'aujourd'hui, l'héritière de cet empire de Russie, donc, par exemple, donc, le problème de l'espace, il est toujours là. La Russie d'aujourd'hui est toujours un pays multiethnique, toujours un pays multiconfessionnel, et donc toutes ces questions auxquelles le pouvoir russe devait faire face au XVIIIe siècle, donc elles sont toujours là. Et il y a cet article de notre collègue de Lausanne, par exemple, sur... alors bon, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a toutes sortes d'articles qui s'intéressent aux femmes. On va peut-être en reparler un peu. Et l'article de notre collègue complète très utilement les recherches menées par certains d'entre nous, notamment par Vladislav, ici présent, sur les précepteurs, donc les intellectuels, souvent désargentés, donc occidentaux, qui allaient gagner leur vie en tant que précepteurs dans les familles nobles russes. Et elle s'est intéressée aux gouvernantes, aux femmes qui enseignent aux membres féminins, voilà, de la maison impériale.
Et donc, évidemment, comme toujours, ce sont des approches qui posent la question de l'ingestion ou pas des modèles éducatifs occidentaux, et donc l'ingestion ou pas de valeurs qu'on inculque aux enfants d'origine occidentale, évidemment largement nourries à la fin du XVIIIe siècle par la littérature pédagogique des Lumières, donc une littérature qu'on pourrait qualifier politiquement de libérale. Et ça aussi, donc maintenant, quelle éducation on donne aux jeunes Russes? Ce sont des questions qui évidemment sont très actuelles. Voilà. Absolument, oui. Et, enfin, quand on regarde cette histoire que tu as mentionnée, donc dans l'article de Daniel Tosatarigo, ce qui est étonnant peut-être, c'est de voir à quel point cette éducation qui est en fait pensée par Catherine II, parce que Catherine II en fait s'intéresse beaucoup à l'éducation de ses petits-enfants. Donc en fait, on peut dire qu'elle dirige en fait cette éducation, elle est vraiment réfléchie par elle, mais à quel point cette éducation est nourrie par des idées européennes, notamment rousseauistes. Donc par exemple le rôle du corps. Donc c'est évidemment très important. Aussi, cette idée qui vient aussi de Rousseau que l'éducateur doit être l'ami de ses élèves. D'ailleurs, dans ton article, quand tu nous racontes l'histoire de ce précepteur qui a été engagé par des nobles ukrainiens, c'est ça, au fin fond de l'Ukraine, on est finalement assez surpris de voir aussi la réception parfaite de ces idées rousseauistes. Donc il est accepté en tant qu'ami de la famille, d'ailleurs c'est ce qu'il souligne, et pas en tant que domestique. Donc voilà, je voudrais souligner peut-être cette circulation des idées, et de ce point de vue, on peut dire que la Russie n'est pas vraiment à la périphérie de l'Europe, parce qu'elle est vraiment inclue dans ce mouvement des idées. Jusqu'où descendait cette éducation socialement? On parle évidemment d'élite, parce qu'on a les traces de l'élite. Comment étaient éduqués les jeunes Russes? Donc il y avait toute la classe de la paysannerie, mais il y avait toutes les classes, c'est peut-être pas le bon mot, mais tous les états intermédiaires. Est-ce que ces liens avec l'Europe étaient réservés à une très petite élite? Effectivement, c'est plutôt un phénomène qui est réservé à l'élite. Alors, dans quelle mesure cette élite était petite ou non? Donc ça, c'est une très bonne question, parce qu'on connaît finalement un certain nombre d'exemples, justement parce qu'on a les archives. Et pourquoi on a les archives? D'ailleurs, c'est une question intéressante, parce que en 1917, quand la révolution a lieu en Russie, beaucoup de familles importantes russes quittent la Russie et abandonnent ces archives. Donc ces archives sont intégrées dans les archives d'État. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en Russie, on retrouve des archives de beaucoup de grandes familles de cette époque, avec toute leur correspondance familiale, donc la correspondance avec les précepteurs, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'on peut en fait suivre le voyage de ces idées, on peut suivre ces pratiques. Alors c'est moins vrai quand on descend socialement, quand on parle par exemple du milieu de la petite noblesse. Enfin, dans beaucoup de cas, on n'a pas les sources, parce que les sources ne sont pas conservées, et donc on ne sait pas exactement dans quelle mesure ce modèle éducatif s'est propagé dans l'Empire de Russie socialement. Voilà, donc on peut aussi, d'ailleurs ça concerne d'autres questions. Moi j'ai étudié la diffusion de la langue française en Russie en tant que phénomène social, et donc là aussi on voit que c'est quelque chose qui touche principalement la grande aristocratie, la cour évidemment. Après, est-ce que la petite noblesse parle français? Dans quelle mesure la petite noblesse utilise le français quotidiennement? Ça, on le sait beaucoup moins. Alors oui, bon, ça pose les questions, comme tu l'as dit, de définition de grande, moyenne, petite. Alors grande noblesse, c'est assez facile, mais enfin moyenne et petite noblesse, c'est pas très facile. Je me souviens qu'on avait eu cette discussion avec un de nos co-auteurs, donc Alexei Evstratov, il y a quelques années, à un colloque à Bristol. Alors on essayait de se demander comment
comment on construit cette échelle. Alors, on avait dit peut-être le nombre de serfs. Alors, ils avaient dit mais vous êtes des marxistes, etc. Donc, bon, c'était compliqué. Effectivement, c'est compliqué de définir ça. Le précepteur genevois sur lequel j'ai travaillé, il va quand même travailler dans une famille de la moyenne noblesse et d'une moyenne noblesse qui plus est assez provinciale, donc ukrainienne. Il est quand même engagé pour parler français avec son élève, parler anglais avec son élève. Ces gens qui sont donc de la petite moyenne noblesse, je dirais, ou de la moyenne noblesse, mais bon, de la moyenne noblesse, mais très provinciale, imitent quand même, visiblement, ils ont une idée de ce que sont les modèles de comportement culturels et sociaux de la grande aristocratie, et ils les imitent, ce qui est classique, j'imagine, dans toutes les aristocraties européennes, et peut-être pas que européennes. Et je ne sais pas si tu te souviens, ils prévoient donc un grand tour, ils prévoient peut-être un voyage en Suisse, donc pour aller voir les Alpes sublimes, Burkiennes, etc. Donc il y a quand même une circulation des modèles. On n'a pas effectivement, comme tu le dis, beaucoup de sources, mais à l'intérieur de la noblesse, il y a quand même plusieurs niveaux et quand même une circulation, il me semble, des pratiques culturelles et sociales, des modèles culturels et des pratiques sociales. Mais ce que tu mets en avant dans ton article, c'est que ce brave précepteur avait l'air finalement moins intéressé par ce genre de questions que la famille qui l'employait. Oui, il est assez particulier en fait. Neurasthénique et désabusé, ce jeune homme. C'est un type un peu particulier. Ça nous ramène à ce que je disais sur les Rossica. C'est un massif d'archives que j'ai découvert à la bibliothèque de Genève, d'un jeune patricien genevois dont la famille est ruinée par la Révolution française et qui est obligé d'aller gagner sa croûte à l'étranger, d'abord comme employé de banque, et puis il a l'impression qu'être précepteur, c'est plus prestigieux et donc que d'être employé de banque. Mais en fait, du fait de ce que tu évoquais tout à l'heure en parlant de Rousseau, du fait de cette espèce d'utopie rousseauiste où le précepteur est l'ami, il se dit, comme lui, il se sent noble, puisqu'il est un patricien genevois, il se dit, je suis en fait un ami de cette famille. Et donc, il prend ses obligations professionnelles assez à la légère, et il ne comprend pas bien qu'il est là quand même pour enseigner des choses. Et puis, bon, c'est un jeune homme qui a beaucoup d'imagination. Il se baigne dans le Dniepr, il a l'impression qu'il y a des requins. Enfin, il évolue un peu, comme j'explique, sur un modèle quand même à la Robinson Crusoe, c'est-à-dire comme il est vraiment à la limite de ce que lui perçoit, en tout cas comme la partie éclairée, on ne peut pas dire civilisée, c'est compliqué de nos jours, mais donc la partie éclairée de l'Empire, il tombe assez vite dans l'imaginaire quand même. Donc voilà. Il faut dire aussi qu'il n'était pas le seul à prendre son travail à la légère, donc c'était aussi une façon de voyager confortablement. Donc beaucoup de ces précepteurs, nous c'était des gens qui qui ont quitté leur terre pour X raisons, donc qui sont mis à voyager, et donc parce que il faut quand même dire que la Russie à cette époque est une destination très très éloignée. Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui, on ne pouvait pas prendre l'avion et donc être... c'est fini ça aussi. C'est fini ça aussi. Ouais. mais c'est vrai que matériellement possible, quand on pense mentalement, aussi culturellement, c'était quand même quelque chose d'aller en Russie, d'aller en Ukraine à cette époque-là. Donc, oui, c'est tout un voyage d'expatriation. Après, donc, alors comment ils font le travail? Donc, je pense qu'il y avait tous les cas de figure, comme aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça nous ramène aussi à quelques phénomènes qu'on connaît aujourd'hui, par exemple les filles au père, donc quelque chose comme ça. Donc c'est aussi un phénomène qui existe finalement aujourd'hui. Donc il y a effectivement encore une fois des parallèles avec notre temps. Parce que les jeunes femmes suisses elles sont à la cour, qui sont les gouvernantes des princesses, ont l'air de prendre leur travail beaucoup plus au sérieux. Peut-être n'avaient-elles guère de choix d'ailleurs.
C'est pour ça qu'on les recrutait, hein, parce qu'on on se méfiait des Français quand même. Donc on prenait des Suisses. Enfin, donc Vladislav connaît ça bien mieux que moi, mais on se méfiait des Français qui, parce qu'ils étaient catholiques, pouvaient être tentés, ce qui va se passer d'ailleurs un petit peu plus tard, au début du 19e siècle, et bien d'introduire donc leurs élèves aux séductions du catholicisme. Oui, c'est vrai, il y avait une tradition comme ça, donc on évitait, en tout cas au milieu du XVIIIe siècle, je pense qu'on essayait d'éviter les catholiques. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour le règne de Catherine II, mais en tout cas, c'est vrai aussi que les Suisses étaient particulièrement bien vus en Russie, d'ailleurs, je pense comme un peu partout en Europe, parce qu'il y avait cette idée que la Suisse était éloignée des grands centres de la civilisation comme Paris, où il était facile de se corrompre. Mais en revanche, les Suisses étaient plus près de la nature et donc, en fait, avaient des mœurs simples et vertueux. Donc, tout ce complexe d'idées qui paraissait finalement, intéresser quelqu'un comme... Oui, très rassurant, et intéressait d'ailleurs quelqu'un comme Catherine II, qui d'ailleurs... l'auteur de cet article nous dit, elle a décliné quelques candidatures des femmes suisses qui avaient déjà acquis de l'expérience de travail dans les cours allemandes, parce que justement, il lui fallait quelqu'un qui n'ait pas cette expérience de la cour, parce que la cour est aussi un lieu où il est facile de se corrompre. D'autant que les cours allemandes doivent imiter la cour de Versailles, donc. Mais alors, il y a une autre catégorie de précepteurs qu'on apprécie, ce sont les Alsaciens, parce qu'ils sont considérés comme presque suisses. Ils sont presque suisses ou presque belges. Non, il y a une blague, je crois. Enfin, c'est entre les deux. Mais surtout, et puis ils sont bilingues. Voilà, ils sont bilingues. Donc ça, c'est intéressant pour la noblesse russe, parce que ça fait une ouverture linguistique au monde français et au monde allemand. Pour les enfants. Et par ailleurs, l'allemand est très important aussi pour la Russie, parce qu'il y a des provinces qui ont été intégrées au début du XVIIIe siècle, qui sont des provinces baltes, où il y a toute cette noblesse balte qui est essentiellement une noblesse de langue allemande. Donc évidemment, l'allemand est considéré, longtemps considéré encore sous le règne de Catherine II, comme en quelque sorte une langue intérieure de l'Empire de Russie. Donc ce n'est pas juste une langue européenne, donc c'est une langue qui est parlée par les noblesses de l'Empire de Russie. Voilà, donc d'où cette insistance sur l'allemand, et on comprend très bien que cette ouverture à l'allemand est importante à tous les niveaux. Par exemple, je m'en souviens d'une recommandation de quelqu'un, d'un noble russe, un aristocrate russe, à son fils, qui parle du fait que, en fait, s'il est militaire, il peut se trouver sous les ordres d'un officier balte, et probablement cet officier va lui donner des ordres en allemand. Donc il faut qu'il comprenne. Puisque nous avons entrouvert la porte de l'Alsace, je crois qu'il est temps de parler d'autres livres et d'un grand auteur sur lequel tu as énormément travaillé, c'est Karamzin, qui a joué un rôle vraiment de passeur de culture, si je comprends bien, vraiment dans les deux sens. Il est en toile de fond très souvent dans cet ouvrage. Je pense que là, tu as beaucoup de choses à nous dire, mais avant de te donner vraiment la parole sur ce sujet, je me suis demandé si les lettres persanes de Montesquieu, qui paraît en 1723, je crois, ou 22, étaient un texte connu, puisque dans les lettres persanes, texte que vous connaissez très probablement, on a des étrangers fort lointains qui viennent à Paris, et c'est un point de vue français qui raconte le point de vue de ces étrangers. Donc c'est un dispositif très complexe, très productif sur la fiction qui, par l'ironie et par un décentrement qui s'arrête là où on choisit de le faire arrêter, c'est un dispositif qui est très porteur pour décrire un pays. Mais c'est peut-être pas du tout ça que les voyageurs ont en tête. Alors,
Donc Montesquieu est connu et Vladislav pourra en dire quelques mots ensuite, puisqu'on en parle beaucoup dans l'ouvrage qu'il vient de publier sur la culture politique des lecteurs de l'élite russe au XVIIIe siècle. Donc évidemment, Montesquieu est connu, les lettres persanes sont connues, on les lit en français puisque l'élite lit beaucoup en français, qu'il y a une circulation relativement importante de livres en français en Russie au XVIIIe siècle. Et c'est un modèle littéraire qui est connu notamment par les écrivains qui vont écrire de la littérature de voyage sous forme de lettres fictionnelles. On pense à Karamzine, on pense aussi à Fanvizine, qui est un écrivain un peu antérieur, qui a lui aussi voyagé en France et qui a un regard beaucoup plus critique, beaucoup plus acide et beaucoup plus ouvertement politique sur la France. Et à travers ce qu'il dit de la France sur ce que c'est que d'être russe, c'est un des premiers écrivains qui utilise justement la littérature de voyage pour essayer de définir de manière malheureusement un petit peu agressive ce que c'est que d'être russe par rapport à la France. Donc oui, bien sûr, Montesquieu est un écrivain connu, mais enfin il est aussi et surtout connu comme l'auteur de l'Esprit des lois, parce que cette littérature politique est très importante pour l'élite. Oui, c'est donc parce qu'il a bien sûr influencé, par exemple, les idées de Catherine II, notamment quand elle écrivait sa célèbre instruction pour la commission législative, donc qui est un document important du point de vue du mouvement des idées, donc aussi dans ses réformes politiques, mais aussi important parce qu'il a rendu Catherine II célèbre. Il a été donc traduit en quelques langues européennes, imprimé, donc circulé en Europe. Et comme elle a dit elle-même, donc elle a dit qu'elle a pillé Montesquieu quand elle écrivait cette instruction. Donc oui, effectivement, Montesquieu a été très important pour les idées, et d'ailleurs était très très connu, notamment les lettres persanes, effectivement. Tous ces penseurs sont des modèles dans ce projet double de modernisation de l'Empire qui se heurte très souvent au réel, bien sûr, et ça explique la déception finale d'un certain nombre d'interlocuteurs européens, notamment de Catherine II, qui se rendent compte que donc il y a toute une pensée politique assez sophistiquée, inspirée donc Vladislav l'a dit, de Montesquieu, de Beccaria aussi bien sûr, pour l'instruction de Catherine II. Et puis donc c'est une source d'inspiration pour le projet modernisateur. Et puis c'est une source. Et puis ce projet modernisateur, il est mis Et puis c'est également une source pour construire l'image d'une Russie civilisée, qui est très importante, donc notamment à destination du public de l'Europe occidentale. Et il y a un article là-dessus, qui est l'article de notre collègue de Sofia, qui est finalement au point de rencontre d'un certain nombre de choses qu'on a évoquées, puisque notre collègue s'est intéressé à quelqu'un qui est un Lorrain, qui s'appelle Duval, et qui est un Lorrain d'extraction extrêmement modeste, mais qui est devenu conservateur du cabinet des médailles du duc de Lorraine, et donc qui devient l'empereur, d'accord, et donc il se retrouve à Vienne. Et donc, il s'est lié d'amitié avec une jeune aristocrate russe, et ils vont entretenir une correspondance. Donc, on voit donc à travers cet article et l'histoire des liens entre donc des intellectuels occidentaux et l'aristocratie russe. Et donc ce désir de la Russie de se mettre en scène, des élites russes et du pouvoir russe de se mettre en scène comme un pays moderne et civilisé, parce que donc ils vont entamer une correspondance. Et cette correspondance, elle est un peu curieuse parce qu'elle se présente comme une correspondance amicale,
entre un homme plus âgé et une jeune femme. Et donc notre collègue suggère qu'il n'est pas insensible au charme de cette jeune femme. Mais en même temps, cette correspondance, elle a été publiée. Et elle a été publiée à Strasbourg. Donc on revient donc au rôle de Strasbourg dans ces relations entre l'Europe occidentale et la Russie, notamment parce que donc un autre Strasbourgeois qui s'appelle Koch, donc il y a 3 frères Koch, hein. Donc il y a des diplomates et puis un professeur à l'université de Strasbourg, et qui font office d'agents de cheville au sein de ces communications entre la France, notamment l'Alsace, et la Russie. Et donc cette correspondance, qui est censée être une correspondance privée, elle est publiée, et en la lisant, on se rend compte que c'est quand même un texte politique, puisque c'est un peu la mise en scène d'une correspondance où cet intellectuel lorrain pose des questions à cette jeune aristocrate sur la Russie. Et en fait, les questions qu'il pose, les réflexions qu'il exprime, les réponses plus modestes qu'elle donne, eh bien, permettent de dresser un tableau très flatteur de la Russie. Hein, comme d'un pays européen civilisé, moderne, etc. Après, il y a peut-être une distinction à faire entre les actions de propagande de Catherine II, telles qu'on les connaît, qui sont des actions effectivement planifiées, réfléchies. Donc, par exemple, quand elle achète la bibliothèque de Diderot, donc elle l'achète et puis elle lui laisse l'usufruit de cette bibliothèque à vie. Et évidemment, cet acte de bienfaisance, de mécénat devient connu très vite un peu partout en Europe. Ou encore, donc, on a parlé aussi du Nakaz, donc sa correspondance avec Voltaire. Donc, elle joue aussi évidemment ce rôle, parce que c'est très bien que quand elle écrit à Voltaire que ces lettres ne seront pas lues seulement par Voltaire, donc ils seront connus un peu de tout le monde. Donc, évidemment, elle fait très attention à ce qu'elle écrit Bien et sûr. comment elle l'écrit. Et elle va être publiée. Et bien sûr, Beaumarchais va la publier. Exactement, ensuite. exactement. Donc là, je ne sais pas si c'est exactement au même niveau, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Angelina Vacheva, dans cette étude, elle souligne aussi que avant d'être publiée, cette correspondance entre Duval et Sokolova, elle était lue déjà à la cour de Vienne et à la cour de Saint-Pétersbourg. Et donc les auteurs, je suppose, étant eux-mêmes des courtisans, donc sans doute prenaient en compte donc cette dimension semi-publique finalement de leur correspondance. Mais ça illustre bien cette espèce d'interpénétration constante entre sphère publique, sphère privée, qui est vraiment un des problèmes centraux de ce siècle. On en a parlé à travers la littérature. À quoi sert la littérature? Est-ce qu'elle sert des buts politiques? Est-ce qu'elle sert à un plaisir plus privé? C'est l'histoire de l'évolution vers la modernité de la littérature russe au XVIIIe siècle. Et c'est marrant que les correspondances, les égo-documents, ce sont un des lieux où la noblesse russe va s'autonomiser. Or là, c'est une correspondance qui, quand même, comme tu le dis, avant même d'être publiée, a un statut ouvert public-privé, et qui, quand même, sert d'une certaine manière, quand même remplit une fonction politique. Bien sûr, elle remplit les fonctions politiques. Donc pour Catherine II, c'est très important d'être vue en tant que souveraine éclairée. Et d'ailleurs, elle va se forger cette renommée de souveraine éclairée très vite, en fait, vraiment en quelques années. Et en même temps, enfin, je pense par exemple au travail de recherche de Georges Dulac, donc il s'intéressait beaucoup aux relations entre Diderot, Grimm, la cour de Russie, Catherine II. Dulac écrit que évidemment, donc Diderot et Grimm servent comme les intermédiaires, donc ils transmettent certaines nouvelles. Mais en même temps, il souligne le fait que certaines de ces nouvelles circulent, donc commencent à être connues très très vite. Donc la vitesse est phénoménale.
Et pourquoi? Donc, il dit que, en fait, en partie, c'est aussi parce que ces nouvelles étonnaient. Parce qu'il y avait dans beaucoup de nouveautés dans ces nouvelles. Par exemple, donc, ces nouvelles incluent aussi les publications de l'Académie des sciences pétersbourgeoises et ces fameuses expéditions. Donc, l'Académie monte quelques expéditions pour explorer les espaces, les immenses espaces russes. Et évidemment, c'est quelque chose qui intéresse véritablement le public européen. Et donc, c'est pour ça que... Donc, en fait, tout n'est pas que propagande au sens péjoratif du terme. Si la propagande n'était que péjorative, je pense qu'elle serait beaucoup moins efficace. On parlait de Catherine II, bien sûr. Et, dans un des articles sur Iwinski sur l'écriture de soi, il est question d'une revue qui m'a étonnée, d'un magazine qui serait intitulé, je traduis sans doute fort mal, Toutes sortes de choses par Catherine II. Quelles étaient ces toutes sortes de choses et quel était le lectorat? Alors, donc c'est un petit journal de quelques feuillets qui s'appelle Vsiaka Vsiachina en russe et que Catherine lance avec quelques familiers à la fin des années 1760 sur le modèle du journalisme satirique britannique. C'est sur le modèle du Spectateur. Et elle incite. Alors, donc, ce sont quelques feuillets et avec des textes qui sont censés être divertissants et qui sont au service de la politique culturelle de Catherine, parce que Catherine, elle a quand même un projet qui est d'éduquer son élite, d'une manière à en faire une élite de niveau européen. Donc elle l'incite à se cultiver, mais en même temps, évidemment, elle veut contrôler la manière dont elle se cultive, le degré d'autonomisation qu'elle s'autorise, etc. Et Catherine a beaucoup écrit. Elle a écrit des pièces de théâtre, elle a écrit des textes historiques, les textes politiques dont a parlé Vladislav. Elle a écrit également ce journal avec d'autres de sa cour, de son entourage proche. Donc, ça fait partie, c'est un des instruments de son programme d'éducation culturelle et politique de la noblesse. Et elle invite, c'est intéressant, elle a envie que se crée une espèce quand même d'espace, d'espace public, on va dire quand même. Et donc, elle incite les littérateurs à l'imiter. Donc, ce journal qui s'appelle Ceci et Cela, ou Pot pourri ou quelque chose comme ça, en fait, c'est un peu de tout. Incite dans ses premiers numéros d'autres à l'imiter, et effectivement quelques littératis, donc des écrivains qui sont des intellectuels qui souvent sont des professeurs ou vont l'imiter et vont créer un certain nombre de revues, dont les plus célèbres sont les revues créées par un éditeur célèbre et publiciste qui s'appelle Nikolai Novikov, et qui vont entrer en discussion avec le pot pourri. Ça va durer quelques mois, 1769, 1771 dans mon souvenir, donc ça s'arrête relativement vite. Les tirages sont pas énormes parce que c'est la Russie du XVIIIe siècle. Les lecteurs sont pas très très nombreux non plus, mais c'est quand même une tentative pour créer un espace public et un espace finalement de discussion avec l'élite. Voilà. Et donc dans ce genre de journaux, on va beaucoup mettre en scène ce que doit être un noble. Donc il doit être cultivé, il ne doit pas être frivole, il ne doit pas être galomane,
il doit servir l'État, pas parce qu'il est obligé, parce qu'il n'est plus obligé de le faire depuis 1762, mais parce que l'honneur l'exige. Voilà, donc il doit être patriote, etc. Et ça me fait penser à un autre article, donc dans ce volume, c'est l'article de Sarah Dickinson, donc, qui n'est pas en fait sur les lecteurs. Il y a d'ailleurs actuellement beaucoup de travaux sur les lecteurs en Russie au XVIIIe siècle, mais qui en fait revient à cette question de qu'est-ce qu'on lit. Donc, par exemple, ceux qui appartiennent aux élites de la société, qu'est-ce qu'ils lisent à cette époque? Donc, elle montre c'est très intéressant parce qu'elle montre que ce petit roman que son héroïne Niyelova a écrit, finalement, il est fait sur les modèles de cette littérature française de masse qui attirait et qui intéressait beaucoup les lecteurs russes à cette époque. Il y a une distinction que nous faisons peut-être trop justement entre la littérature de masse et la littérature qui était lue par les élites. Je fais un petit détour par l'Angleterre, mais quand Jane Austen se moque du roman et des lecteurs de romans dans Northanger Abbey, il y a un jeune homme cultivé qui est pasteur et qui se moque de sa sœur et de son ami en disant qu'elles ne le concurrenceront pas dans sa connaissance des Louisia et des Julia. Donc ça montre bien que tout le monde lisait ces romans. C'est un peu le même phénomène qu'avec les séries aujourd'hui, c'est-à-dire non, moi je ne regarde pas de séries, or, en fait on regarde tous des séries. Donc c'est un produit culturel qui circule absolument partout et qui du coup peut servir à de multiples choses, dont à l'apprentissage de la langue et dont une espèce de synthèse de ce qui était le plus... les traits les plus distinctifs des différentes sortes de fiction rassemblées dans un texte. C'est bien que tu parles de ça et que tu parles de Austen, puisque un des aspects intéressants, nous semble-t-il, de ce volume, c'est qu'il y a quand même plusieurs articles consacrés à la littérature des femmes, écrite par des femmes, écrite et ou lue par des femmes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est quand même un des grands chantiers historiographiques de ces dernières années, c'est de rendre leur place aux femmes, notamment en questionnant donc le canon littéraire russe. Donc, on a parlé de ce journal. Alors, il se trouve que ce journal, même s'il n'était pas intégralement écrit par Catherine, d'ailleurs ça pose question, mais il a été autorisé, soutenu, impulsé peut-être par Catherine, mais donc elle semblait un peu exceptionnelle. Or, on découvre maintenant que beaucoup de jeunes femmes de la bonne société russe au XVIIIe siècle ont écrit. Donc elles ont écrit surtout dans le cadre de pratiques pédagogiques pour, comme tu le disais, apprendre à écrire ou apprendre à traduire. Mais certaines ont été publiées. Alors, comme l'explique notre collègue Sarah Dickinson, c'était mieux, et notre autre collègue Amanda Ewington, c'était quand même mieux de connaître des écrivains fameux dans sa famille homme pour pouvoir être publié, son père, son oncle, son cousin, son mari, etc. Mais enfin, il y avait un intérêt, il y avait un encouragement de la part de certains écrivains hommes, et donc se pose la question de ce qu'elle pouvait écrire. Donc Vladislav a évoqué cette femme qui s'appelait Niyelova, qui a écrit un roman sentimental, relativement banal, inspiré visiblement des 100 nouvelles de Madame Gomez. Mais l'autre article donc, qui le complète, de Amanda Ewington, est, me semble-t-il, particulièrement intéressant parce qu'elle parle de une autre femme écrivain dont j'ai déjà oublié le nom. J'ai oublié. Voilà, donc vous voyez comment on est finalement. C'est moche ce qui arrive là. Voilà, les deux hommes ont oublié comment s'appelait cette écrivaine. Et moi, je ne suis pas capable de dire le nom, mais parce qu'elle est russe. Mais toi, tu as une bonne excuse parce qu'elle est russe. Urusova. Donc, l'article de notre collègue Amanda Ewington sur cette femme écrivain Urusova est particulièrement intéressant parce qu'elle croise la notion de genre littéraire et de genre dans le sens de gender. Et c'est-à-dire qu'elle s'intéresse
à la question de savoir quel genre on pouvait pratiquer, quel genre littéraire on pouvait pratiquer en tant que femme. Donc le roman sentimental, pas de problème. La littérature de voyage, pas de problème non plus. Mais évidemment, j'ai l'impression que ça marche plus si ça marche. Si, ça marche. Les grands genres nobles, hein, donc dans la hiérarchie des genres établie par le classicisme, c'était quand même réservé aux hommes. Et elle s'intéresse donc à cette femme qui a écrit des héroïdes, hein, qui semblaient donc les héroïdes, un genre qui déjà était un pas de plus vers le grand genre de la tragédie, puisqu'il y a une connexion entre le genre des héroïdes et le genre de la tragédie. Et donc, ça apparaît comme un exemple de empowerment à travers la littérature, que donc de s'aventurer sur le domaine réservé des hommes en littérature. Il y a un détail intéressant dans l'étude de Sarah Dickinson qui montre que finalement, si Nielova a pu publier ce petit roman, c'est parce que aussi elle a utilisé donc son réseau familial. Donc on voit bien que quand même pour les femmes, mais même les femmes appartenant aux élites de la société à cette époque en Russie, publier leur œuvre intellectuelle, littéraire, c'est quand même un pas qui demande un certain effort. Donc effectivement, comme tu dis, certains genres ont été peut-être autorisés. La traduction, par exemple, était plutôt bien vue. Mais même comme ça, donc souvent, c'était mieux de publier soit de façon anonyme, soit sous un nom de plume masculin, plutôt que de publier sous son propre nom. Donc voilà, ça nous ramène quand même un petit peu aux réalités de cette époque. Donc là, on a un décalage dans le temps, puisque à la fin du XVIIIe, en France et surtout en Angleterre, les femmes pouvaient commencer tout doucement. Elles publiaient de manière anonyme, mais une fois que les romans étaient célèbres, je pense à Austen, mais ce n'était pas du tout la seule, une fois que leurs romans étaient célèbres, là, elles pouvaient pas forcément donner leur nom, mais dire qu'elles avaient publié autre chose par l'auteur d'eux, ce qui était une partie de levée d'anonymat. Ça change au début du 19e, puisque évidemment il y a des superstars comme Madame de Genlis ou Madame Cotin, dont parle une autre collègue, Hilde Hogenboom, qui s'intéresse elle aussi à ce que lisaient réellement les lecteurs en Russie. Alors elle, donc pour le coup, c'est vraiment le long 18e siècle, puisque c'est quand même bien les années 1800. Donc le long XVIIIe siècle, hein, à l'origine c'est une notion anglo-saxonne, mais qu'ont repris les spécialistes de la Russie, donc qui permet de ne pas arrêter le XVIIIe siècle au 31 décembre 1799. Et donc pour la Russie, on le fait aller jusqu'à la fin du règne d'Alexandre Ier, donc jusqu'à 1825. Et donc là, ce qui domine réellement sur le marché du livre en langue originale et en traduction en Russie au début du 19e siècle, c'est pour le coup donc des écrivaines françaises dont les noms ne sont pas du tout anonymisés, enfin qui sont véritablement... Tu utilisais le mot star, je crois. Voilà, qui sont des stars. Ouais, enfin, très très diffusés en tout cas et très, très connus. Donc on voit bien là que la Russie a accès à la culture européenne, et j'ai beaucoup aimé une des phrases des derniers articles qui disait, je pense que c'est celui-là d'ailleurs, où ça disait que les Russes étaient finalement des lecteurs absolument extraordinaires, parce que non seulement ils avaient accès, certains d'entre eux, cette élite dont on parle bien sûr, avait accès au texte, mais ils lisaient même peut-être plus que les autres, dans une culture où l'écrit joue un rôle et cet article a le mérite de rappeler que la superstar de la littérature russe, dans sa vision grand russe, impériale et masculiniste, à savoir Alexandre Pouchkine, a écrit donc Kapitanskaya Dotchka, la fille du capitaine, en s'inspirant notamment de Madame Cotin, d'Élisabeth ou les exilés de Sibérie. C'est toujours difficile d'appréhender ce qui était trop fréquent pour être mentionné. Il y a ce qui est rare et dont on n'a pas forcément de traces. Il y a ce qui est exceptionnel, où là, en général, on a des traces. Mais des choses qui étaient absolument évidentes, notamment la circulation de romans pour les personnes de l'époque,
c'était tellement évident que c'était peut-être pas la peine d'en parler. Or, nous avons besoin de ces traces. Hein. Et mettre en évidence ce qui n'est pas dit, qui est juste mentionné au détour d'une phrase, c'est aussi le travail de l'historien culturel. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est assez intéressant. Iwinski, dans l'article dont tu parlais, qui parle de la correspondance privée d'un écrivain qui s'appelle Muraviov, est un bon exemple de ces intellectuels nobles qui utilisent leur correspondance pour parler de leur lecture. Donc ça nous donne une source pour savoir ce qui circulait et ce qu'ils lisaient. Oui. On parlait des femmes, mais il y a toute une section sur les femmes. En lisant l'article sur la vie quotidienne des femmes, je suis restée un peu sur ma faim, puisque ce sont les femmes d'un milieu militaire, c'est fait à partir d'archives, et finalement j'ai trouvé qu'on n'en disait pas grand-chose de ces femmes, ou peut-être des choses qui, moi, m'ont semblé presque banales, c'est-à-dire que des femmes dans un milieu militaire, ben oui, elles font du commerce, qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre ? Elles vendent de l'alcool et elles se prostituent. Est-ce que dans un tel milieu, il y avait beaucoup d'autres options ? Et je pense que ça n'est pas limité à la Russie. Oui, c'est l'article d'Anastasie Evinichuk qui utilise une source, des affaires qui ont été jugées au tribunal pour voir quel était le destin de ces femmes veuves, c'est-à-dire les femmes qui sont restées sans leur mari, des soldats, des militaires. Et effectivement, vous avez mentionné les deux principes. L'occupation, c'était la vente d'alcool et la prostitution. Ce qui est intéressant dans cette étude, même si vous trouvez que c'est un petit peu, ça nous laisse un petit peu sur notre faim, c'est justement qu'à travers cette source, elle nous dévoile en fait quelque part le quotidien aussi de ces femmes, et aussi le fait qu'elle était démunie de toute protection, ce qu'on pourrait appeler protection sociale à cette époque-là. Donc voilà, leur mari disparaissant, donc ils étaient obligés de gagner leur vie. En fait, on est confronté là à un problème qui, je pense, n'est pas seulement un problème pour les historiens russes, mais en général le problème pour les historiens européens, c'est que les femmes des milieux modestes à cette époque sont souvent invisibles. Donc on les voit à travers les hommes. Parfois, on les voit dans certains documents, comme par exemple les affaires judiciaires, mais généralement, en fait, on les voit pas, on les voit peu. Donc, j'ai justement, en relisant cet article, je me suis un petit peu intéressé à cette question pour voir, mais comment les choses se passaient dans d'autres pays. Et j'ai vu que, par exemple, en Angleterre, certaines femmes des milieux modestes étaient admises dans les corporations. Et donc, à travers cette documentation des corporations, on peut savoir ce que ces femmes faisaient, comment elles vivaient et quel était leur destin. Sinon, on ne les voit pas. Alors, je ne me rappelle pas très bien, mais ça porte sur l'époque de Pierre Ier, non ? Oui. Voilà, bon, je pense que, évidemment, peut-être que Anne, en tant qu'angliciste, reste sur sa faim parce qu'elle est habituée quand même à l'abondance des sources. Pour le Royaume-Uni au XVIIIe siècle, où le taux d'alphabétisation est bien plus important et où l'État, l'administration sont beaucoup plus développés. Donc, à mesure qu'on va avancer dans le siècle, on va quand même avoir de plus en plus de sources écrites en Russie. Il y en a plus pour l'époque de Catherine que pour l'époque de Pierre, forcément. C'est vrai, mais même là, on peut dire qu'on a parlé des femmes appartenant aux élites sociales. On voit quand même une grande différence. On sait beaucoup plus sur ces femmes, sur leurs activités, que sur les femmes des milieux modestes, forcément. Oui, et là, je pense que ce n'est pas seulement les femmes. Les femmes sont encore plus invisibles. Oui, bien sûr, les femmes sont encore plus invisibles. Mais là, en fait, le contraste, je pense, est encore plus frappant, peut-être. Mais lors d'une exposition récente en Angleterre, ce qui doit avoir 5 ou 6 ans, sur l'Angleterre georgienne,
À la British Library, une critique assez sévère avait été faite en disant « vous ne montrez que les femmes de l'élite ». Or, il y a des objets, il y a des écrits, etc. Donc c'est quand même, c'est plus facile. Donc j'ai été assez critique, mais je reconnais tout à fait le mérite de l'article. Tu as insisté sur la différence entre la période de Pierre Ier et puis la période de Catherine II, avec cet extraordinaire développement de la Russie. Je me suis souvenu que Defoe, donc qui écrit au tout début du siècle, qui écrit en 1720, fait voyager Robinson en Russie. C'est pas exactement l'image qu'on a de Robinson Crusoe. C'est dans la partie de Robinson Crusoe que personne ne lit, et sans doute pour des bonnes raisons, parce que c'est pas exactement palpitant. Ce sont les Further Adventures, la suite des aventures, puisque Defoe était concurrencé son terrain pour donner une suite à Robinson Crusoe, donc il valait mieux qu'il le fasse lui-même. Et Robinson retourne sur son île, puis évidemment il s'ennuie, et il veut rejoindre l'Europe. Puis Robinson II, c'était pas très, très intéressant. Donc Defoe, qui évidemment n'était jamais allé en Russie, qui ne travaillait qu'à partir de cartes, ce qui le fascinait, fait faire tout un circuit à Robinson qui se retrouve en Sibérie et qui doit trouver un moyen de rejoindre l'Angleterre, parce que sinon évidemment il n'y a pas de texte. Defoe insiste dans ce voyage qui est censé se passer au tout début du siècle, puisque c'est 1703-1704. Defoe insiste sur l'étendue terrestre, puisqu'il a une carte devant lui, donc il voit bien que Tobolsk, c'est loin de tout. Defoe fait éviter à son héros les villes, puisqu'il aurait été bien incapable de décrire Moscou ou Saint-Pétersbourg. La Sibérie et les Tartares qui attaquent et les marchands, c'est beaucoup plus commode à décrire, et il l'emmène finalement jusqu'à Arkhangelsk, et là, évidemment, il y a un bateau et il peut rejoindre l'Angleterre. Mais on est là sur des aventures qui se passent au tout début du siècle, et on a, il me semble, à partir de tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on lit dans le livre, on voit cette extraordinaire ouverture de la Russie. Et le fait qu'à la fin du XVIIIe siècle, on sait en Europe occidentale des choses sur la Russie qu'on ne savait pas du tout, parce qu'on n'y avait pas accès au début de la Russie, sur la Russie de la fin du siècle. Il y a une autre personnalité à côté de Karamzin, qui est une personnalité de la fin du XVIIIe siècle et qui résume bien le siècle. Parce que c'est un noble qui a voyagé, qui a étudié à l'université de Leipzig, qui parle de plusieurs langues, qui a des intérêts et littéraires et scientifiques, c'est Alexandre Radishev. Et Alexandre Radishev, donc, qui est encore une fois une belle figure pour réfléchir sur l'autonomisation de la noblesse par rapport au pouvoir politique. Il a écrit un faux récit de voyage qui s'appelle le voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou, dans lequel il a critiqué la situation sociale et politique de la Russie. Il a été puni, il a été envoyé 10 ans en Sibérie, et il a écrit une très belle correspondance en français pendant son exil en Sibérie au comte Vorontsov, qui était son protecteur. Et on voit bien que pendant ces années en Sibérie, finalement, il en vient lui aussi à un petit peu se prendre pour Robinson Crusoe, dans son exil sibérien. Il apprend toutes sortes de petits métiers manuels, et il vit une espèce de renaissance morale et spirituelle à travers donc cette expérience de l'isolement et de l'autonomie. Et puis il va revenir au bout de ces 10 ans abrégés en 8 grâce à la mort de Catherine II. Il va revenir de cet exil via la Sibérie, donc comme Robinson dans The Further Adventures. Peut-être aussi pour quelques mots de ajouter, conclusion, parce qu'il faut juste, on doit terminer. Oui, mais juste pour terminer, peut-être, il y a quand même un grand contraste. Vous avez mentionné donc Robinson Crusoe entre l'image de la Russie du XVIe, XVIIe siècle et l'image de la Russie du XVIIIe siècle. Parce que, évidemment, au XVIIIe siècle, donc, il y a beaucoup plus d'informations, mais il y a aussi une véritable guerre de plumes qu'on a mentionnée, c'est cette guerre de propagande. Donc, c'est ces images positives de la Russie qui souvent sont véhiculées par des étrangers aussi. Donc, mais il y a aussi de vraies avancées
Donc, c'est-à-dire qu'on ne parle pas que des choses qui n'existent pas, on parle des choses qui existent véritablement. Il y a donc un public indépendant qui apparaît, il y a donc des livres qui sont publiés, il y a des élites qui lisent des livres en langues étrangères. Donc tout cela existe, évidemment. Et je crois que ce livre, justement, fait une part magistrale à ça et nous montre que, comme on l'a dit plus tôt, le XVIIIe siècle a beaucoup de choses à nous dire, non seulement dans la façon de poser des questions, mais dans la façon d'y répondre. Je crois qu'on a besoin de retourner vers ça. Et cette extraordinaire diversité du monde russe que je ne pense pas être la seule à fort mal connaître, mais que vous connaissez très bien. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.